Madame Frédéric. Merci pour l'apport de cette expertise qui nous permet, avec des exemples probants, de mieux apprécier les achats responsables. Aux questions pour étayer, je vous prierai d'être beaucoup plus, plus ramassé dans les réponses pour qu'on tienne dans le temps qu'on a. On a 10 minutes tout cassé. Et directement, je vais rappeler qu'on avait des questions pour Sylvie, mais bon, il y en a qui ont trouvé réponse entre-temps. Je vais vous lire rapidement ce que j'ai reçu de Arsène, et puis on viendra aux questions qui sont adressées à Frédéric. Arsène avait une deuxième question qui demandait quelle stratégie d'achat durable peut-on envisager dans les zones fragiles, zones frappées par la COVID et le terrorisme, par exemple. Et c'est Arsène de Burkina Faso. Je pense que Sylvie peut rapidement répondre à cette question. Oui. C'est un petit peu complexe à répondre comme question. En fait, il faut un peu regarder ce qui se passe dans ces zones fragilisées. Mais une des choses qui est la plus importante, c'est effectivement d'avoir une continuité de la commande, par exemple. C'est un truc assez simple, mais si ces zones sont fragilisées, ne peuvent pas vous fournir, attendre un peu, les aider pour qu'elles puissent permettre de commander. Parfois, eux n'ont pas forcément accès à leurs propres achats, donc les aider pour leurs propres achats. Enfin, je ne sais pas exactement, tout dépend des cas, mais les aider et surtout pas les lâcher dans leurs propres commandes, puisque c'est un petit peu ce qui a été fait parfois dans certaines entreprises aujourd'hui. Donc, vraiment, maintenir les commandes, les payer, parce que c'est aussi ça qui a été un petit peu fait. Il y avait des précommandes, des choses qui ont été arrêtées, donc continuer à payer les entreprises. C'est ce type d'actions qui peuvent être faites dans les zones fragilisées, je pense. Merci Sylvie. Et puis la question de Romuald, quels sont les outils disponibles et accessibles lors d'une création d'une petite entreprise pour trouver les fournisseurs futurs, par exemple dans le secteur du tourisme responsable? Et à cette question, Joël a répondu en disant que ce sera couvert, l'aspect là sera spécifiquement couvert dans les webinaires 3 et 5. Donc, j'encourage alors M. Romuald à participer à ces deux webinaires pour avoir réponse à ces questions. Je passe à la question suivante de David et à Bayowe, qui dit quant au standard, il a apporté donc des éléments de réponse. Peut-être ces éléments-là vont être versés dans le résumé, s'il vous plaît. Je ne vais pas le lire entièrement, sauf si vous demandez que je vous le lise parce que c'est vraiment la réponse qu'il a apportée. Je me permets de donner juste le summary, en fait. Le sommaire, il dit les standards internationaux et la place des achats responsables de donner des éléments de réponse à la fois théoriques et pratiques, comme pour l'ISO 26000, dans lequel il y a un domaine d'action dédié. Et dans les standards type IFC, les achats responsables sont présents. Voilà. Donc, il a aussi, et il y a David qui l'a remercié, c'est très difficile sur les territoires africains pour des fournisseurs d'import d'évaluer sur la RSE. Alors, ça reste possible, sinon il faut créer ses propres outils et faire le travail de fond. Donc, quand on a une petite structure, c'est très difficile et ça prend du temps. L'alternative serait de créer la proximité et prêter attention au temps passé avec le fournisseur, au lien créé avec ce dernier. Il est nécessaire de prioriser. Donc, et après, on peut jouer sur le cahier des charges, la définition du besoin pour intégrer alors les critères environnementaux et sociaux. Merci David pour cet apport. La question maintenant à Frédéric est venant de Abdel Rachad Tidjani. Le principe de traçabilité intégré à la norme ISO 9001 peut-il permettre de faire les achats responsables? Non, oui, Sylvie, je vous laisse peut-être répondre plus. Alors, je connais pas bien la norme ISO 9001, mais a priori, c'est une norme de qualité générale et elle ne concerne pas les achats responsables. Donc, malheureusement, non, ce n'est pas suffisant. Ouais. OK. La question de David. Bonjour. Notre activité est purement informatique. Comment peut-on faire des achats responsables?
allons-nous vérifier auprès de nos fournisseurs PC et serveurs et consommables IT? C'est Madame David Casablanca. Alors, donc, l'activité purement informatique, je ne sais pas à quoi ça correspond, si ça correspond à de la vente purement informatique ou si ça correspond à du service. Il est clair que je vous ai parlé très, très rapidement de la zone de ce qu'on appelle la sphère d'influence. Et par rapport à des gens comme des grands vendeurs, si vous parlez des HP, des Apple, etc., votre sphère d'influence est nulle. Donc, effectivement, c'est un petit peu difficile. Par contre, il y a d'autres moyens de le faire. Il y a, par exemple, si vous achetez que des produits, vous pouvez acheter des produits qui sont labellisés. Il y a quand même des labels qui existent en informatique et qui peuvent exister pour des ordinateurs, des téléphones, etc. Si vous êtes dans des services informatiques qui ont des data centers, là, vous pouvez aller voir les data centers, la façon dont ils fonctionnent, et en particulier pour des problèmes environnementaux, puisque en fait, les data centers sont extrêmement consommateurs. En particulier, il faut les refroidir. Donc, où sont-ils placés? Comment sont-ils refroidis? Qu'est-ce qui est utilisé? Ensuite, dans l'informatique, le point essentiel, c'est là où, à nouveau, il faut connaître quels sont les sujets et où sont les problèmes. Dans l'informatique, le problème essentiel, c'est les minerais dont on a parlé avant et c'est toute la fabrication du produit. Donc, si vous voulez réduire votre impact à la fois social et environnemental par l'informatique, il faut faire durer les produits le plus longtemps possible et en acheter le moins possible et essayer de les recycler au maximum ou d'acheter des produits qui sont déjà recyclés. Donc, tout ça, vous pouvez essayer de le faire. Alors, c'est peut-être pas directement de l'achat, mais ne serait-ce que faire durer un téléphone 4 ans au lieu de 2, ça change déjà pas mal de choses. Il y a quelques marques en téléphone qui existent, mais bon, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, donc déjà avec ça, vous pouvez un petit peu avancer. Et puis, si vous avez la possibilité aussi de changer de business model, par exemple, de demander en location. La location va obliger, en général, il faut bien évidemment voir les coûts, mais plus il y aura de location dans ce genre de système, le produit ne vous appartient pas. Donc, c'est une façon de lutter contre l'obsolescence programmée, puisque le producteur, si vous ne faites que louer le produit, devra essayer de le tenir le plus longtemps possible en état neuf. Donc voilà, je peux répondre un peu rapidement. Je ne sais pas exactement si je réponds à la question parce qu'effectivement, service informatique, c'est très large, mais c'est une première réponse. Merci. Alors, une question de Claire. Quelle est la nouvelle plateforme sur laquelle vos fournisseurs vont réaliser leur auto-évaluation? Pourquoi CEDEX n'est pas adapté à certains types de fournisseurs? Tout simplement parce que CEDEX travaille au niveau des sites. Donc, usine par usine, ou site de logistique ou par site de logistique, ou ferme par ferme. Donc, on est à un niveau de site et il y a un certain nombre d'activités où c'est beaucoup plus simple de travailler au niveau du groupe et de vérifier que les systèmes de management qui sont mis en place dans le groupe vont s'appliquer de manière générale. Mais si on pense par exemple à certains cas de logistique, on ne va pas aller dans chaque entrepôt ou bien en revanche, c'est très important de savoir quelles sont les règles, les policies de sustainability qui ont été mises en place et comment le groupe mesure et contrôle ce qui se passe dans ces différents sites. Très bien. Et alors, la question de Koulibaly, comment gérer les risques liés aux prestataires? Alors, je ne sais pas, vous voulez répondre, Frédéric? Oui, enfin, peut-être juste en une minute, parce qu'après, je dois vous quitter dans une minute. J'ai un autre oui, nous n'avons plus qu'une minute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut déjà, encore une fois, dans cette fameuse clause contractuelle, nous demander à pouvoir vérifier ce qui se passe au niveau des prestataires. Et c'est ce qu'on fait quand on fait des audits chez eux. Donc, je vous laisse compléter, Sylvie. Voilà. Alors après, tout dépend de ce que fait votre prestataire et pour savoir quels sont ses enjeux. Si vous avez un prestataire, par exemple, qui est dans un call center, si vous avez un prestataire de ménage, il
vous savez qu'il y a des enjeux. Et c'est pour ça, effectivement, il faut un petit peu de connaissances. Et vous avez des enjeux parce que dedans, vous avez des gens qui sont beaucoup de personnel, qui sont peu qualifiés. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, on a des problèmes sociaux. C'est en général, c'est spécifique, donc ça existe comme ça. Donc là, ça vaut la peine d'aller voir, soit d'aller les évaluer de façon soit documentaire, soit directement physique. Si vous avez un prestataire qui vous fait de la prestation informatique ou de la prestation intellectuelle, par exemple, là, il y a moins d'enjeux. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'aller le voir. Donc, la première chose, c'est d'aller voir quels sont les enjeux, c'est votre prestataire, et ensuite, d'aller directement poser la question sur ces enjeux-là. Voilà, et ben, nous sommes hors du temps maintenant. Et Frédéric vient de nous quitter, elle va partir parce qu'elle a d'autres engagements. Et il y a encore deux questions qui sont là. Maintenant, je vais vous les dire, mais on ne va pas pouvoir y répondre, à moins que... Moi, je veux bien rester 2 minutes de plus, hein, ça ne me dérange pas. OK, c'est de Maël, Miguel. Pour une politique d'achat responsable et efficace, est-il préférable pour l'entreprise de réduire le nombre de fournisseurs par secteur d'approvisionnement? Alors, c'est une grande question et ça avait été une question que nous, on s'était posée au départ. On avait l'impression, enfin, quand j'étais dans les achats durables, d'un peu de faire le grand écart parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de faire une politique d'achat responsable quand on diminue son nombre de fournisseurs. Et d'un autre côté, en faisant des achats responsables, on avait on nous demande aussi d'essayer de favoriser les petits fournisseurs et les fournisseurs locaux. Donc, effectivement, c'est un grand écart. Donc, il faut le gérer. Mais clairement, oui, c'est plus facile quand on diminue ce nombre de fournisseurs. Après, il faut réfléchir un tout petit peu plus loin. Si dans les nombres de fournisseurs que vous allez diminuer, vous passez par des très gros sur lesquels vous n'avez aucune influence, c'est peut-être un peu délicat. Alors que si à côté de ça, vous avez 3 fournisseurs, mais qui sont plus petits, qui comptent sur vous et qui sont prêts à travailler avec vous et justement à s'améliorer parce que vous êtes plus important pour eux, ça peut être intéressant de travailler pour ces plus petits. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre de façon absolue à ce genre de questions. Alors, la question, la dernière de Badr ou Ben Yaya, est-il possible d'accéder aux fournisseurs en amont, rang 2 et 3, alors que l'information autour de la supply chain est souvent confidentielle et peu transparente pour veiller aux avantages concurrentiels? C'est tout le travail qu'il faut faire. C'est un véritable travail qu'il faut faire et effectivement, c'est des changements il faut que les fournisseurs comprennent qu'il faut qu'on puisse avoir accès, donc selon les cas et c'est toute une négociation qu'il faut faire effectivement avec les fournisseurs, sachant qu'on n'a pas besoin d'avoir accès aux tarifs, bien évidemment, quand on est un donneur d'ordre. C'est vrai que parfois on ne veut pas donner, mais c'est des choses qui doivent changer. Dans le développement durable, il y a une notion qui s'appelle la transparence, qui est extrêmement importante, qui est souvent contraire à tout ce qu'on a pensé avant. Et effectivement, c'est des choses qui vont arriver de plus en plus et on va être obligé de publier de plus en plus des listes de fournisseurs et c'est ce qui commence déjà pour certaines entreprises. Alors, Joël nous a donné 2 minutes pour pouvoir clôturer ça. Je me permets de prendre la toute dernière. Comment gérer les achats? C'est la personne n'a pas indiqué le nom. Comment gérer les achats Comment gérer les achats dans les structures hospitalières? La complexité sur la commande des produits spécifiques comme médicaments, sachant que le responsable chargé des achats n'est pas du domaine du médicament. Alors, sur les achats hospitaliers, il y a plusieurs choses. Il y a les achats hospitaliers et il y a l'achat de médicaments. Sur la partie non médicamenteuse, je pense qu'on peut commencer à faire des choses. Sur la partie médicaments, pour l'instant, moi, j'ai commencé à travailler un tout petit peu avec des hôpitaux. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à modifier ça. Parce qu'effectivement, il y a une spécificité du demande du médicament très, très spécifique qu'on ne peut pas travailler. En tout cas, on ne peut pas très difficilement changer les médicaments. Après, il faudrait pouvoir aller travailler, voir avec des sociétés chimiques qui font des médicaments et que
qui, elles, travaillent, je sais, dans le développement durable quand même, et qui font des SOFOR, mais que je ne connais pas suffisamment. Et l'une des premières choses qu'il faudrait pouvoir faire pour les médicaments, c'est un truc très basique qui est celui du packaging, qui est souvent énormément gâché. Et ça, pour l'instant, c'est un petit peu difficile à travailler, je le reconnais. Très bien, merci beaucoup. Alors, voilà, nous arrivons à la fin donc, ce webinaire. Et je donne la parole à Madame Hint et Joël. Et je vous remercie, Madame Sylvie, pour votre participation. J'aurai l'occasion de remercier aussi par écrit Madame Frédéric. C'est excellent. Et bon, on va continuer à échanger là-dessus. Madame Hint, est-ce que vous êtes... Oui, avec vous. Merci infiniment, Monsieur Orphée, pour l'animation de webinaire. Merci à tous les participants. Merci énormément à nos intervenantes pour leur générosité, leur temps de partager ces excellentes informations. Donc, aussi pour la patience des participants. Donc, on va par la suite trier les questions non répondues et les envoyer par email à nos intervenantes s'ils ont le temps. Ils vont nous répondre et on va partager les réponses via notre site internet. Je vois aussi qu'il y avait des personnes qui nous ont rejoints à la fin, donc il faut, je saisis l'occasion de vous rappeler, s'il vous plaît, de prendre en considération les décalages horaires. Alors, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire de ce cycle qui aura lieu le jeudi à la même heure, à 11h, heure de Paris, donc GMT plus 2. N'oubliez pas, on a partagé le questionnaire d'évaluation où il y a aussi une question sur si vous voulez l'attestation de participation. Donc, elle est dans le box de chat. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et au prochain webinaire. Joël, vous ajoutez quelque chose? Alors, rien à ajouter, je crois. Merci à tous. Merci Sylvie. Merci Frédéric qui est parti. Merci Orphée. Merci Hint. Merci à tous les participants. Il y a beaucoup de questions et très spécifiques. Donc, je pense que dans le cycle, on va continuer à pouvoir débattre de ces questions. Et puis, comme Hint l'a dit, merci de remplir en fait le questionnaire. Je remets le lien encore une dernière fois, le questionnaire d'évaluation et qui vous permet aussi de dire, de préciser si vous souhaitez une attestation de participation. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bon appétit. Et puis aussi, donc, vous pouvez aussi voir les intervenants du prochain webinaire sur l'écran en ce moment. Donc, merci à tous. Désolée d'avoir débordé un peu, mais c'est vrai que c'est des questions complexes et passionnantes. Et à jeudi prochain. Donc, n'oubliez pas notre rendez-vous jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Voilà, c'est un peu brusque de fermer. Toujours de couper. Ouais, voilà.